Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis des professions de santé, aujourd'hui consacré à l'hypertension artérielle, qui est un facteur de risque majeur de complications cardiovasculaires et de décès, avec souvent, il faut le dire, un retard diagnostique. Son traitement est très efficace dans les études et il est désormais largement simplifié par les recommandations. Pourtant, le contrôle de la pression artérielle reste pas complètement optimal, voire insuffisant en vie réelle. Professeur Atul Pathak, bonjour. Vous êtes cardiologue, chercheur, chef de service à l'hôpital de la Princesse Grace à Monaco et vous êtes également président de la Société française d'hypertension artérielle. Pourquoi le dépistage et la surveillance de l'hypertension artérielle sont-ils importants ? Ils sont importants car cette maladie, on l'appelle aussi la tueuse silencieuse. L'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque en général silencieux, mais qui est associé à une augmentation du risque d'accident cardiaque, cérébral, rénal. Et donc, c'est primordial de dépister cette hypertension artérielle. Alors, on a donc un problème de dépistage et on a aussi un problème de mauvais contrôle de la pression artérielle en dépit de traitements, on l'a vu, qui sont efficaces. L'observance par les malades est un des problèmes, mais ce n'est pas le seul. Il y a celui aussi, bien sûr, de la faible disponibilité des médecins dans certaines régions qui peut conduire à une certaine inertie thérapeutique. Et c'est là peut-être où le pharmacien peut venir aider le médecin. Monsieur Pierre-Olivier Variot, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes pharmacien en officine à Nîmes et vous êtes également président de l'UPSO, l'Union syndicale des pharmaciens d'officine, l'USPO, pardon. Vous êtes également donc à ce titre très impliqué dans le développement du rôle de pharmacien. En quoi les pharmaciens peuvent-ils être confrontés à ces problèmes de mauvaise observance et d'inertie thérapeutique et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de participer à leur solution ? Bien, déjà, par l'implantation que l'on a sur tout le territoire proche des patients, on a un rôle parce qu'on a un rôle de proximité déjà clairement. En plus, la pharmacie est ouverte à des amplitudes horaires qui sont conséquentes avec toujours un professionnel de santé à disposition des patients. Et le suivi de la tension artérielle est quelque chose que l'on doit pouvoir faire. Alors quand je dis on doit pouvoir le faire, parce qu'aujourd'hui, prendre la tension fait partie des tests qui, si on n'est pas dans une période d'obligation, enfin pas d'obligation, mais de tests parce qu'on est par exemple dans la semaine de l'hypertension, eh bien on ne peut pas faire un dépistage systématique, sauf si le médecin le prescrit en disant je vous demande de suivre la tension de mon patient. Là c'est différent. Mais autrement, on ne peut pas le faire de notre propre chef. Ça c'est vraiment dommage. Il faut qu'on puisse le faire systématiquement. Alors nous allons revenir bien sûr en détail dans cette émission sur tous ces aspects, mais si on revient donc à la base, Atul Pathak, vous nous rappelez comment est-ce qu'en 2021 on définit une hypertension artérielle ? Est-ce que ça a changé ? Alors, la définition de l'hypertension artérielle n'a pas changé en Europe. Il y a eu un changement des recommandations aux États-Unis, mais en Europe, on reste sur la base des chiffres que l'on connaît tous, 140-90 mm de mercure en consultation. Mais ce qui a peut-être changé, c'est que le diagnostic il repose sur une mesure de la tension artérielle en dehors du cabinet, avec des outils comme l'automesure ou la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Et comme on est en dehors du cabinet, que les patients sont moins stressés, le seuil est à 135-85, donc 14,9 ou 140-90 au cabinet, 135-85 avec des mesures ambulatoires hors du cabinet. Oui, Pierre-Olivier Variot, un petit mot sur les méthodes de mesure en officine. Qu'est-ce que vous utilisez comme technique en général et est-ce qu'il y a un effet blouse blanche ou est-ce que vous avez des mesures qui sont intermédiaires entre celles du médecin et l'automesure, par exemple ? Alors moi personnellement, ce que j'utilise, vous voyez, j'ai quand même pas mal de cheveux blancs, c'est le stéthoscope et le brassard, parce que pour moi, j'ai envie d'écouter le rythme du patient, et voilà, le fait d'écouter, je préfère le faire comme ça. J'ai des collègues qui, eux, n'aiment pas le faire et utilisent un autotensiomètre, ou brassard ou poignet. On préfère le brassard au poignet, de toute façon, et l'effet blouse blanche, oui, bien sûr, il a lieu, enfin, il est présent, que ce soit un médecin ou un pharmacien, et donc, quand on a ce souci, quand on suspecte ce souci, on prête l'autotensiomètre au patient en disant voilà une fiche, vous allez la remplir, on définit 3-4 horaires avec eux et vous allez la remplir sur 2-3 jours et vous me la ramenez. Et après on confirme ça auprès du médecin. Donc on utilise tous les systèmes, mais en fonction de ce que l'on préfère faire, on va plutôt utiliser le stéthoscope et le brassard ou l'autotensiomètre. Donc on voit à Atul Pathak qu'il y a une complémentarité qui est évidente et elle n'a pas été évoquée dans les recommandations. Pourquoi ? Parce que c'est des recommandations européennes et que les systèmes de santé en Europe sont organisés différemment de la France ? Alors, deux remarques. La première, c'est que ces recommandations préconisent quand même la mesure automatique à la mesure manuelle. Bien sûr, la mesure manuelle a des avantages, mais on va dire que
en raison d'une standardisation de ces mesures et puis aussi par rapport aux études disponibles, on ira toujours chercher l'aide plutôt d'une mesure automatique. C'est ce que fait notre collègue puisqu'il permet à ses patients de faire l'automesure au domicile avec des tensiomètres automatiques, électroniques. On privilégiera la mesure au bras à celle au poignet. Certes, celle au poignet est beaucoup plus flexible. Encore une fois, je crois que vous avez raison, c'est ce que les patients préfèrent, mais c'est plus précis au bras. Et on sait que la mesure humérale est quelque chose qui est beaucoup plus adapté. Et ça incite aussi à adapter la taille du brassard à la morphologie du patient, puisque une des erreurs qui est souvent faite, c'est des brassards inadaptés qui surestiment ou sous-estiment la mesure de pression. Mais vous avez raison. Pourquoi est-ce qu'il y a cette, je dirais, recommandations quasi monoprofessionnelles, car les recommandations, c'est le plus grand dénominateur commun pour l'ensemble des pays qui participent à des recommandations. Et donc aujourd'hui, l'outil le plus fiable, le plus reproductible, le plus validé et le plus disponible, c'est la mesure automatique au domicile du patient, soit avec l'appareil de poignet, soit avec l'appareil huméral. Alors un petit mot peut-être sur la fréquence de l'hypertension artérielle en France, c'est quoi à peu près ? Alors la prévalence, elle est entre 11 et 14 millions, hein, ça varie selon les méthodes d'estimation, mais vous savez, cette hypertension artérielle, on l'a dit en introduction, elle souffre de la fameuse règle des 1 sur 2. Un hypertendu sur 2 est dépisté, donc il y en a probablement 11 à 14 millions dans la nature, mais seulement 7 millions qui vont à bénéficier, comme le disait notre collègue, d'un dépistage. Et puis ensuite, cette règle des 1 sur 2 continue à s'appliquer, malheureusement. 1 sur 2 traité, 1 sur 2 traité qui est à l'objectif. Donc vous voyez qu'il y a un grand décalage entre ce qu'il y a autour de nous et ce qu'on arrive vraiment à mener là où on a envie qu'il soit. Et alors, si on parle des facteurs de risque et des causes, il y a l'âge, bien sûr, qui est un facteur de risque d'hypertension artérielle, mais peut-être une vision plus intelligente de la maladie. Non, c'est une très bonne vision, mais je crois qu'elle cache aussi nos insuffisances et nos incompréhensions, puisque dans 90% des cas, les hypertendus que l'on voit ont ce qu'on appelle une hypertension artérielle essentielle ou idiopathique, un mot compliqué pour dire qu'en fait on ne sait pas pourquoi ils sont hypertendus, mais on retrouve souvent autour de ces patients une partie de génétique, une partie liée à l'environnement, la pollution, le stress, le vieillissement, et puis 5 à 10% des patients qui ont une hypertension qu'on dit secondaire qu'elle est secondaire à une maladie que l'on peut retrouver et que l'on peut parfois guérir. Et la guérison de cette maladie entraîne parfois la disparition ou le meilleur contrôle de cette hypertension artérielle. Et vous l'avez très bien dit, peut-être le déterminant le plus important est l'âge. Plus on est jeune, plus les causes secondaires sont importantes, plus on vieillit, plus cela devient normal d'être hypertendu, parce que quand on compare la proportion d'hypertendus dans les populations générales, eh bien c'est surtout les populations âgées qui sont celles où il y a le plus d'hypertension artérielle. Enfin, un dernier mot sur les risques de cette hypertension. C'est les mêmes chez les jeunes et les vieux, ou il y a des différences, il faut pondérer ? Alors, là aussi, je pense que c'est une question qui est toujours d'actualité. Il y a deux visions. Il y a une vision assez simpliste, quasiment de relation de cause à effet. Quelqu'un qui a une hypertension artérielle, c'est un facteur de risque. Il est à haut risque d'accident cérébrovasculaire, cardiovasculaire, d'insuffisance rénale ou d'artériopathie, on va dire, le prix à payer lorsqu'on est exposé à un facteur de risque. Et puis, il y a une vision un petit peu nouvelle, qui est celle de la charge hypertensive. Autrement dit, on comprend aisément que quelqu'un qui est hypertendu depuis 10 ans a plus de risques ou plus de malchance d'être malade, d'avoir des organes cibles abîmés, les yeux, le rein, le cœur, le cerveau, que quelqu'un qui vient de rentrer dans la maladie hypertensive. Donc, les complications sont les mêmes, mais leur survenue varie en fonction de l'environnement et de la durée d'exposition à cette charge tensionnelle. Pierre-Olivier Variot, est-ce que vous avez l'impression que les malades que vous voyez en pharmacie sont conscients des enjeux de la maladie et des risques qu'ils courent, ou est-ce qu'à la limite, ils prendraient presque le traitement antihypertenseur pour faire plaisir à leur médecin parce que celui-ci leur a dit qu'ils avaient une tension un peu élevée et qu'il fallait la traiter ? Non, je pense que c'est une maladie très sournoise, l'hypertension. Les patients ne se rendent pas compte qu'ils sont malades. Et même, j'ai même pire, quand ils commencent un traitement et que la tension baisse, ils se sentent fatigués et ils ont tendance à dire que le traitement va contre et les rend plus malades qu'autre chose. Donc il faut au contraire qu'on renforce l'observance au début de traitement. Après, ça a tendance à se calmer, d'aller mieux. Mais il faut qu'on renforce cette observance. Et non, les patients ne sont pas conscients d'être malades et n'ont encore moins conscience des conséquences de l'hypertension.
Et donc, quand les malades comme ça sont pas très bien avec leur traitement, est-ce que ça vous arrive de leur proposer de prendre la pression artérielle pour voir si c'est adapté ou s'il y a quelque chose? Dans ce cas particulier, vous avez le droit de le faire. Si c'est prescrit, il n'y a pas de souci. Si le médecin nous demande de suivre la tension du patient parce qu'il a fait une ordonnance pour 3 mois et qu'il nous demande de le suivre parce que son temps médical ne lui permet pas de suivre le patient, il n'y a aucun problème, on le fait. Bon, j'habite dans un petit village où j'ai 3 médecins autour de moi, donc eux prennent en charge leurs patients, sauf quand il y a un autre souci, sauf quand eux, ils ont moins le temps et ils nous demandent de le faire. Mais le suivi, bien évidemment, on le fait. Et je vais vous dire très honnêtement, si on me demande de prendre l'attention de quelqu'un qui n'a même pas d'ordonnance, on va le faire quand même. Même si j'ai pas le droit, je vais le faire. Par contre, je ne fais pas de diagnostic. Je leur dis, vos chiffres sont trop élevés, allez voir votre médecin. C'est tout ce que je fais. Atoul-Patak. Moi, je suis vraiment content d'être avec notre collègue pharmacien parce que, en fait, il partage avec nous trois messages clés. Les patients. Pour eux, l'homme du médicament, c'est le pharmacien. Alors, ça peut paraître bizarre parce qu'on prescrit et puis on surveille des patients traités, mais dans la relation qu'ont les patients avec les professionnels de santé, celui qui est le spécialiste du médicament, c'est le pharmacien. Donc, quand il y a un risque d'effet indésirable, un problème d'adhésion, un problème de surdosage, ça paraît souvent naturel qu'ils en parlent à leur pharmacien qui est présent, disponible, qui les connaît, qui connaît aussi ce qu'ils prennent comme autre traitement. Deuxièmement, j'apprends, et je pense que je vais me servir de cet apprentissage aujourd'hui, que si je prescris une surveillance, mon collègue pharmacien peut réaliser cette surveillance. Je vais utiliser, je pense, beaucoup plus souvent cette possibilité, car je crois que c'est un outil formidable pour lutter contre l'inertie et le manque d'adhésion. Et troisièmement, encore une fois, je ne peux que me féliciter de vos propos. C'est quand on a un patient qui rapporte des symptômes qu'il impute soit à sa maladie, soit au traitement, le contrôle tensionnel va permettre aussi de trier le patient. Est-ce que sa tension n'est pas bien contrôlée? Il faut peut-être adapter le traitement ou il y a peut-être un événement intercurrent qui s'est surajouté. Est-ce que sa tension est trop basse? Peut-être que le médicament n'est pas adapté. Et s'il n'y a aucun signal, le renvoyer comme cela a été fait pour recontrôler sa pression artérielle au domicile. Donc, moi, je pense que là, il y a 3 messages et attitudes très, très importantes qui nous permettent de nous appuyer sur les pharmaciens pour nous aider à gérer cette pathologie. Alors, avant de parler du médicament, peut-être un petit mot sur les mesures hygiéno-diététiques qui sont systématiquement recommandées, je crois, dans les recommandations et avec des messages essentiellement sur quoi, Atoul-Patak? Alors, ce sont des messages, je dirais presque des vœux pieux, parce que vous savez qu'on n'a pas souvent l'impression de toujours répéter les mêmes choses, mais ça reste des réalités. Et il y a des évidences scientifiques qui montrent que réduire son poids, réduire sa consommation d'alcool, majorer son activité physique, mais aussi réduire son exposition au sel, sont véritablement des atouts et des leviers qui permettent de contrôler la pression artérielle. Peut-être une façon d'aborder ce problème avec nos patients, c'est aussi de leur dire que c'est une manière parfois d'éviter le médicament. Et lorsqu'on a une hypertension artérielle faible, de grade modéré, et que les patients sont volontaires pour adhérer à tout ces conseils, on arrive et on voit des patients, j'en ai vu un ce matin, qui a été vraiment très actif dans son adhésion aux règles d'hygiène de vie et a pu contrôler sa tension artérielle sans médicament. Donc ça, à mon avis, c'est un facteur de motivation fondamental. Et tout récemment, au congrès de la Société européenne de cardiologie, 2 études ont montré que les substituts au sel qui sont disponibles en pharmacie sont de formidables outils pour contrôler la tension artérielle et même réduire le risque d'événement. Ça réduit le risque d'AVC chez des hypertendus, sans majorer finalement un risque qui était rapporté, qui était celui de l'hyperkaliémie. Donc je crois que ces règles d'hygiène de vie, il faut insister, et elles ne sont pas isolées, elles peuvent parfois permettre d'éviter de traiter les patients, et en tout cas elles optimisent toujours le traitement du patient lorsque celui-ci a recours à un traitement pharmacologique. Pierre-Olivier Variot, vous abordez cet aspect des mesures hygiéno-diététiques avec vos malades hypertendus? Non, j'avoue que c'est pas forcément quelque chose auquel on pense de prime abord. On est plutôt focalisé sur le traitement, mais c'est vrai que c'est plein de bon sens ce que vous venez de dire. Et il faut vraiment qu'on se mette à faire ça et qu'on a à la limite une petite fiche récapitulative que l'on va mettre à côté de nos
nos procédures de travail pour dire, ben voilà, quand on a un patient hypertendu, voilà les messages qu'il faut leur faire passer. Alors, j'avoue que le sel, on y pense un peu parce que le sel caché est horrible, surtout dans les plats tout prêts, surtout quand utilisé comme conservateur. Donc ça, on peut encore y penser. Mais bien honnêtement, quand on a le patient face à nous, on est plus pris dans son traitement et dans son explication de traitement que dans les règles hygiéno-diététiques. À tout le patac, la Société française d'hypertension artérielle a des fiches comme ça? Alors, on a des fiches qu'on peut mettre à la disposition de nos collègues. Mais moi, j'avais aussi une question pour notre collègue, c'est par rapport à ces substituts au sel. Est-ce que on en propose à nos insuffisants cardiaques, on en propose à nos hypertendus? Est-ce qu'ils sont facilement disponibles en pharmacie? Vous avez une action autour de ça? Parce que je crois qu'il va y avoir un renouveau de l'adhésion à ces substituts au sel suite à ces deux très très grosses études qui ont été énormément médiatisées. Donc, peut-être un commentaire sur ces outils qui sont disponibles en pharmacie ou je ne sais pas, en parapharmacie ou quel est le statut de ces alicaments? Non, on en a en pharmacie, bien évidemment, hein, c'est le sel bouillet et d'autres choses. Le problème aujourd'hui, c'est que ce sont des produits qui sont énormément majorés en prix par rapport au sel normal, et c'est un frein aujourd'hui quand on leur dit, ben voilà, vous avez du sel qui est sans sodium. Alors on dit du sel sans sel parce qu'ils comprennent pas forcément, et quand on leur donne le tarif, ils nous disent, ah, mais non, mais moi là je peux pas faire. Ou je vais le faire pendant 15 jours, mais après je peux plus. Donc je pense qu'il faut qu'on ait peut-être une approche qui, certes, où il va falloir diversifier ces produits en termes de nombre, mais aussi avoir une approche économique où il faut que le prix baisse pour que la majorité de patients puissent y avoir accès. D'accord. Alors après, dans les recommandations, est-ce qu'il y a une hiérarchie des traitements antihypertenseurs et comment est-ce que désormais, en 2021, il faut les utiliser en première, deuxième, troisième ligne? Alors, ces recommandations, elles ont justement voulu simplifier la prise en charge de l'hypertension artérielle, autrement dit, aller très vite dans le contrôle tensionnel. Parce que nos patients, s'ils voient que leurs chiffres tensionnels sont équilibrés avec un traitement, sont davantage adhérents à notre proposition thérapeutique. Donc, la Société européenne recommande une approche dite pas à pas. On commence chez tous les hypertendus par une bithérapie d'emblée, c'est-à-dire on associe deux médicaments d'emblée et on s'oppose ainsi à la traditionnelle approche qui était je démarre un médicament à faible dose, je l'augmente, puis j'en rajoute un deuxième. Cette bithérapie, elle comporte un bloqueur du système rénine, inhibiteur de l'enzyme de conversion ou antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2, associé soit à un diurétique thiazidique, soit à un inhibiteur calcique à tropisme vasculaire, une dipine, tous les médicaments qui se terminent par dipine. Et si votre patient n'est pas à l'objectif tensionnel avec cette bithérapie, alors on va très vite à la trithérapie qui comprendra l'association de ces trois molécules, bloqueur du SRA, diurétique et inhibiteur calcique. Et si le patient n'est pas contrôlé avec une trithérapie, la dernière étape, c'est d'aller recourir à l'adjonction de la spironolactone, un diurétique distal hyperkaliémiant qui va aider à parfaire le contrôle tensionnel et à optimiser ce traitement. Pierre-Olivier Variot, c'est ce que vous voyez en pratique, ce type de démarche, ou est-ce que ce n'est pas encore passé dans les mœurs? Non, c'est encore pas passé dans les mœurs, et moi je suis très surpris par ce que vous dites, parce que je vois énormément de traitements d'antihypertenseurs commencer par un diurétique type furosémide. Et encore aujourd'hui, alors vous voyez, bon, je connaissais pas les recommandations, j'apprends, et c'est formidable d'en apprendre tous les jours dans nos métiers, mais j'avais pas du tout ces recommandations-là en tête, et je vous dis, moi, énormément de mes patients ont dans leur traitement un furosémide. Alors on voit que la Société française d'hypertension artérielle a tout un travail de diffusion de ces nouvelles recommandations et on voit que donc si on aborde le deuxième volet qui va être le dépistage et la surveillance, malgré donc toutes ces campagnes de sensibilisation qu'il y a pu avoir sur l'hypertension artérielle, c'est quand même une maladie silencieuse, donc avec un retard diagnostique fréquent et puis une observance du traitement qui reste, de l'aveu même des spécialistes, décevante. Donc en termes de dépistage à tout le patac par rapport à la problématique des malades qui s'ignorent ou qui ne sont pas traités. Est-ce que donc dans ce cadre-là, ça vous paraît légitime que les pharmaciens puissent aider à dépister les malades? Et si oui, ils ne vont pas faire ça à tout le monde, donc ils doivent concentrer leurs efforts plutôt sur quoi? Alors, moi je crois que toutes les forces vives qui souhaitent participer à cet effort, je dirais, de guerre, parce qu'on ne parle pas d'une pathologie rare, on parle de 14 millions de patients potentiels, sont bien sûr les bienvenus. Et au premier rang, je pense, les pharmaciens, puisqu'ils ont quand même, encore une fois, la confiance de leurs patients, ils connaissent leur dossier pharmaceutique, ils connaissent les interactions médicamenteuses. Alors,
dans le monde idéal, tout le monde devrait dépister l'hypertension artérielle et tout le monde devrait essayer de ne pas passer à côté d'un hypertendu. Mais en pratique, c'est difficile, bien sûr, de faire du dépistage chez tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme algorithme ou comme approche pyramidale? Probablement un couperet lié à l'âge. C'est-à-dire que quelqu'un qui a plus de 40 ans, plus de 50, plus de 40, est un patient qui a potentiellement plus de chances d'être hypertendu. Quelqu'un qui a une maladie métabolique ou un profil métabolique, qui a peut-être un diabète débutant, qui est en surcharge pondérale. Et puis, finalement, même si c'est une maladie silencieuse, quelqu'un de symptomatique, puisque l'hypertension peut quand même être associée à des symptômes, céphalée, bourdonnement d'oreille, troubles visuels, ou aussi essoufflement ou complications périphériques. Donc, ça pourrait être un bon début chez les plus de 40 ans et chez les sujets symptomatiques, et puis rajouter peut-être les gens qui ont un profil métabolique. Mais encore une fois, je cite souvent cette étude dont on a parlé, qui est la Barbershop Study, où les coiffeurs américains ont dépisté l'hypertension artérielle dans leur salon de coiffure, et ça marche très très bien en termes de stratégie. Les patients sont relax, ils sont assis dans le fauteuil, il y a un appareil à leur côté, et on peut faire du dépistage, je dirais, quasiment partout. Mais vraiment, là où il y a un endroit où ça s'y prête bien, c'est bien l'officine, parce que c'est un professionnel de santé qui a la confiance de ses patients. Oui, alors Pierre-Olivier Variot, en préparant cette émission, vous m'avez dit que pendant la vaccination Covid, vous preniez la pression artérielle des patients que vous vacciniez et que vous avez eu la surprise de découvrir nombre d'hypertensions inconnues. Oui, tout à fait. Alors déjà, je voudrais revenir sur ce que mon collègue a dit. Pour moi, la prévention, c'est pas le fait d'une profession, c'est le fait de tout le monde. Et si tout le monde met la main le doigt dans la prévention, c'est toute la population qui s'en sentira mieux et qui va s'en sortir grandie. Donc effectivement, il faut impérativement, en termes d'hypertension comme dans d'autres cibles, que tout le monde puisse mettre la main dans la prévention. Donc oui, pour revenir à votre question, quand je me suis fait vacciner contre la Covid, je suis allé au CHU de ma ville et après avoir été vacciné, ils m'ont pris ma tension juste après et puis 15 minutes après avant de me relâcher dehors. Et je me suis dit, quand moi j'ai vacciné, j'ai reproduit la même chose puisque c'était ce qu'on m'avait fait. Donc j'ai injecté des vaccins à peu près 400 personnes aujourd'hui. Et sur les 400 personnes, il y en a une dizaine, je ne sais plus exactement combien, qui étaient très élevés en chiffre tensionnel, certains à plus de 20, 22 de tension. On s'est dit, on a dû leur faire peur avec l'aiguille, et puis on a recommencé à prendre la tension un quart d'heure après, qui était toujours très élevée. On l'a fait revenir le lendemain pour vérifier, il est toujours la tension très élevée, et finalement on les a orientés chez le médecin. Et ils sont ressortis chez le médecin avec un traitement. Alors là, pour le coup, sur au moins la moitié, parce que c'est moi qui leur ai délivré leur ordonnance, c'était effectivement une bithérapie. Mais c'était, je pense, potentiellement 10 AVC qu'on a peut-être pu économiser par la société et à eux-mêmes. Oui, à tout le patac sur cet aspect stupéfiant. Oui, non, mais moi je crois qu'il y a eu bien sûr un signal d'augmentation des poussées tensionnelles post-vaccinales qui a été à l'origine de cette stratégie que vous avez décrite, c'est-à-dire surveiller la tension. Alors tout le monde ne le faisait pas, mais la plupart le faisaient, surtout au début. Et il y a même eu des papiers, une littérature dont nos collègues suisses ont publié là-dessus. La difficulté de cette pression artérielle qui augmente en période post-vaccinale, c'est d'en affirmer l'origine maladie, puisqu'il ne faut pas confondre pression artérielle élevée et hypertension. L'hypertension, c'est une maladie chronique. L'élévation de la pression artérielle, c'est une réaction physiologique. Et donc, la difficulté, c'était de faire la part entre est-ce que c'est lié à la douleur, est-ce que c'est lié au stress, ou est-ce que c'est véritablement une maladie hypertensive. Mais les données de notre collègue, elles sont en phase avec ce qu'on rapporte la littérature, 10 sur 400, c'est probablement la prévalence de l'hypertension artérielle sévère ou grave qui a été diagnostiquée dans les périodes post-vaccinales. Et c'est soit une maladie qui se révèle, soit une maladie silencieuse à côté de laquelle tout le monde était passé, soit parfois des gens qui avaient de l'hypertension avant et qui déséquilibrent leur hypertension dans les suites du schéma vaccinal. Et donc c'est bien un exemple assez caricatural que quand on veut, quand on a cette volonté de dépister, tous les acteurs de santé, quelles que soient les structures, quel que soit leur mode d'exercice, sont des acteurs avec une valeur égale pour dépister cette maladie qui est très prévalente. Oui, alors Pierre-Olivier Variot, le problème c'est la réglementation qui ne vous aide pas concernant un dépistage plus systématique, c'est ça si j'ai bien compris ? C'est ça. Aujourd'hui en France, quand on veut faire un test d'orientation diagnostique, un TROD, quel qu'il soit, que ce soit un test HIV, cholestérol, hypertension, diabète, etc., on ne peut pas le faire.
Il faut qu'on ait l'autorisation de le faire. Et on donne cette autorisation au coup par coup. Donc il faut que la réglementation change. Il faut qu'on ait le droit de faire tous les TROD. Et si on nous interdit d'en faire un parce que pour des raisons politiques ou sanitaires, il ne faut pas en faire un, eh ben on nous l'interdit, on sera en capacité de comprendre. Mais pour moi, c'est anormal que je ne puisse pas prendre l'attention d'un patient qui va bien. C'est anormal quand un patient vient me voir en étant fatigué, pâle et transpirant, que je ne puisse pas lui faire une glycémie capillaire en dehors du mois du diabète. C'est pas normal. Et une fois de plus, je ne fais pas un diagnostic, je dis juste, vos chiffres ne sont pas dans la norme, allez voir votre médecin. Et on fait rentrer quelqu'un dans un parcours de soins et on fait rentrer quelqu'un dans une prise en charge avec son médecin. Et c'est ça qui est fondamental. Atul Pathak. Moi, je saisis l'opportunité de notre rencontre pour peut-être imaginer une action commune où on pourrait justement aider nos collègues pharmaciens à avoir le droit, mais en fait même la possibilité toute simple de réaliser cela. Honnêtement, il y a urgence. L'hypertension est devenue un petit peu le parent pauvre de la prévention cardiovasculaire. Les dernières données françaises montrent que la prévalence de l'hypertension artérielle augmente, que ça se fait au détriment des plus jeunes et des femmes, qu'il y a une relation directe entre la diminution de prescription des antihypertenseurs et l'augmentation de ces patients non contrôlés. Donc je crois vraiment, on soigne des gens qui ont des maladies très graves, le cancer, avec des traitements très onéreux. Là, on parle d'une maladie très prévalente dont le dépistage est hyper simple. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de plan national et qu'on ne permette pas au plus grand nombre de faire du dépistage aussi aisément. Donc moi, je ne peux que me réjouir et ça ne sera pas un vain mot. Je pense qu'à l'issue de cette émission, on se recontactera pour réfléchir à une vraie stratégie de dépistage commune. Eh bien, avec écoutez, grand plaisir. Ça me paraît effectivement une bonne idée. Atul Pathak, est-ce qu'on connaît, alors au-delà du dépistage, il y a le suivi de l'hypertension, et on a dit l'observance et ainsi de suite, mais il y a un chiffre que vous m'avez cité en préparant l'émission qui est assez effrayant, c'est que en réalité, quel est le pourcentage des gens qui, une fois qu'ils ont été dépistés et diagnostiqués et traités, quels sont ceux qui sont aux objectifs ? Malheureusement, vous avez raison, il est très faible. Hein. Si on part de 14 millions, on enlève les 7 millions, on dit on va à 7 millions d'hypertendus connus, probablement qu'on est à moins de 2 millions. Donc un tiers, 30% de ces hypertendus connus qui vont être traités, qui vont être amenés aux objectifs tensionnels. Quand on sait que la morbimortalité de ces patients, elle est intimement liée à l'absence de contrôle, eh bien on se dit que c'est dommage, on les a dépistés, on les a traités, c'est comme si on n'avait pas terminé le job. Donc là, il y a vraiment, à mon avis, quelque chose qui doit nous interpeller. Comment faire pour améliorer ce niveau de contrôle? Et on retrouve ce mauvais contrôle dans la plupart des pays du monde occidental. Nos cousins canadiens sont peut-être ceux qui ont le mieux réussi le job. Ils annoncent des chiffres entre 60 et 70%, mais pour le reste de la communauté de pays riches, des pays du monde occidental, on souffre malheureusement devant cette pathologie très fréquente, facile à dépister, avec plus de milliers de médicaments remboursés en France, combo, générique, monothérapie, tout confondu, à toujours avoir ces chiffres qui ne progressent pas, voire même qui se dégradent. Donc un vrai problème d'observance. Est-ce que les pharmaciens observent ce problème d'observance? Vous m'avez dit oui, bien sûr, Pierre-Olivier Variot, quand vous faites le suivi des prescriptions, vous êtes parfois surpris des réflexions de vos patients? Oui, c'est clair. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai beaucoup de mes patients qui, en hypertendus, sont traités par du furosémide ou par d'autres diurétiques. Et une immense partie de ces gens-là me disent: ah ben non, mais ce matin, je ne vais pas le prendre parce que je vais au marché et je ne veux pas avoir à courir aux toilettes. Donc, je ne prends pas mon diurétique, je verrai demain. Et ça, c'est une non-observance qui est, entre guillemets, consciente. Mais il y a aussi la non-observance inconsciente. Le patient qui ne prend pas son traitement parce qu'il est négligent. On le voit bien quand les patients reviennent renouveler leur ordonnance, où on leur dit, ben voilà, qu'est-ce qu'il vous faut dans votre ordonnance? De quoi avez-vous besoin? Ils nous disent, ben non, ça, j'en ai pas, ça, je ne le prends pas parce qu'il m'en reste. Et on leur dit, mais il vous en reste pourquoi? Alors des fois, il y a une explication. Entre les boîtes de 28 et les boîtes de 30, il arrive un moment où, effectivement, il y a un peu trop de médicaments. Mais la plupart du temps, c'est, vous savez, voilà, je ne le prends pas forcément tout le temps. Et voilà. Et donc là, on rentre dans une autre discussion. Mais après, il y a un effet pervers à ça. C'est-à-dire, quand ils ont compris que, quand ils ne renouvellent pas leur traitement, on sait qu'ils n'ont pas été observants, ben, ils renouvellent tout. Et ils nous ramènent les boîtes pleines quelques temps après, quand il y a un changement de traitement. Donc il faut faire attention aussi à ça. Atul Pathak, un commentaire? Oui, on a dans les derniers mois vu de plus en plus d'études où on a fait du dosage médicamenteux
ou du dosage urinaire de traitement antihypertenseur. Et le constat est simple, 50% des gens qui ont plus de 3 antihypertenseurs ne prennent pas leur traitement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est des gens dont la tension reste non contrôlée, vous leur prescrivez encore plus de médicaments pour aller à l'objectif, et en fait, vous vous retrouvez avec des ordonnances de 5, 6, 7 médicaments chez des sujets qui sont alors désignés comme étant des hypertendus résistants, alors qu'en fait, ils ne font que ne pas prendre leur traitement médicamenteux. Donc ça, c'est une réalité. Il y a un vrai problème d'adhésion au traitement, de gestion du traitement, et j'espère que ces outils de dosage qui sont en train de se démocratiser vont nous aider à identifier et à guider nos patients pour éviter ces trous thérapeutiques. Alors Pierre-Olivier Variot, dans cet aspect de la surveillance, vous nous expliquiez qu'avec dans la ville où vous exercez, avec vos médecins correspondants, vous organisez des protocoles de surveillance de l'hypertension parce qu'ils sont complètement débordés pour mettre en place des traitements ou les ajuster. Comment ça se passe exactement ? Alors, pour l'instant, on en a parlé avec les médecins et c'est quelque chose qu'on envisage, mais l'assurance maladie n'a encore pas passé le pas et on a besoin de ce cran-là pour pouvoir le faire. Ça s'appelle le pharmacien correspondant. Le pharmacien correspondant, c'est une coordination entre un médecin, un pharmacien et leur patient pour dire, ben voilà, le médecin définit un protocole. Alors, ça peut être pas que pour l'hypertension, hein, ça peut être pour le diabète, ça peut être pour toutes sortes de maladies. Le médecin définit un protocole et dit, voilà, quand on a une élévation de la tension, vous augmentez le comprimé, vous changez le dosage, etc. Et c'est lui qui prévoit le protocole. Nous, on fait le suivi. Et bien évidemment, quand il y a un échappement thérapeutique parce que la tension remonte, par exemple, dans ce cadre-là, eh bien, on se doit de prévenir le médecin et d'appliquer le protocole qui a été défini avec lui. Ce qui fait que... et puis, peut-être que le médecin va dire, ben voilà, si ça augmente encore, là, on ne fait plus rien, vous me le renvoyez, c'est moi qui gère. Là, il n'y a aucun problème. Mais du coup, c'est une opportunité qu'ont de coordination entre professionnels de santé autour du patient pour prendre en charge le patient et le suivre et libérer du temps médical là où maintenant il est précieux et où on a besoin que le médecin soit plus disponible. Oui, à tout le patac, c'est une espèce de forme de délégation. Est-ce que ça peut améliorer l'inertie thérapeutique, cette surveillance dans les mois qui suivent la consultation du médecin ? Moi, je crois que cette organisation, elle est fondamentale. Nos patients disposent de plus en plus d'objets connectés et ils s'amusent à se mesurer la pression, regarder comment ils dorment, mesurer leur fréquence cardiaque. Les professionnels de santé et de nouveaux métiers, nous avons actuellement une infirmière de pratique avancée, des assistants médicaux, donc il y a des gens auxquels on peut proposer une délégation de tâches et à d'autres, comme ici nos collègues pharmaciens, peut-être des algorithmes de prise en charge du traitement pour fluidifier et améliorer la prise en charge de ces hypertendus, car la réalité, elle est là. Je crois que vous êtes dans la région de Nîmes et ici ou là, on souffre quand même d'une désertification médicale, de la difficulté d'accès au corps médical et donc il faut repenser l'écosystème autour du patient et l'hypertension artérielle et ses modèles sont de bons exemples de pathologies où on pourrait imaginer des nouvelles approches. Alors il y a un autre aspect aussi qui est très intéressant et pour lequel le pharmacien est quand même très bien placé, c'est que non seulement via la base de données générale des pharmaciens, il est au courant de l'ensemble des médicaments que le malade prend, mais aussi il a la possibilité de faire des enquêtes de médication pour rechercher des produits de la phytothérapie ou des choses comme ça qui sont parfois pas sans influence sur les médicaments. Expliquez-nous cela, Pierre-Olivier Variot. Oui, donc ça c'est un accompagnement conventionnel qu'on a mis en place avec l'assurance maladie qui s'appelle les bilans partagés de médication. Bilan, comme son nom l'indique, c'est un bilan partagé parce que partagé avec le médecin et de médication parce que ça touche tous les traitements que prennent le patient. Quand on délivre une ordonnance au patient, le pharmacien raconte l'histoire au patient de son traitement. C'est-à-dire, on va lui dire, ben voilà, votre traitement, vous le prenez comme ça, faites attention à ça et ça. Quand on fait un bilan de partagé de médication, c'est le patient qui nous raconte sa vie avec son traitement. Comment lui, il ressent son traitement, comment lui, il vit sa vie avec son traitement. Et ça change tout, parce qu'il a des ressentis qui ne sont pas du tout ceux que nous, on peut concevoir, et on peut aussi interroger sur des médicaments ou des alicaments, ou d'autres produits qu'ils vont prendre et qui vont peut-être créer des interactions avec les médicaments, mais dont personne n'a conscience puisqu'on n'a pas une traçabilité de ces produits-là. Donc au moment où on reçoit le patient et où on fait la liste avec lui
de tout ce qu'il prend, eh bien, après, on doit faire une étude pharmacologique. C'est ce qu'à l'hôpital, on appelle la conciliation médicamenteuse, hein, ni plus ni moins. On fait l'étude de tout ce qu'il prend pour voir s'il n'y a pas de contre-indication avec les produits, renforcer le conseil par rapport à certaines prises, et puis éventuellement voir avec le médecin s'il n'y a pas des choses qui seraient à modifier ou à supprimer. Donc ça veut dire que par exemple chez un hypertendu, vous pouvez au cours de ce bilan dépister la prise cachée d'ibuprofène à visée antalgique pour une migraine associée ou de choses comme ça, ce qui pourrait interférer avec le traitement antihypertenseur. Atul Pathak, vous en pensez quoi tout ça? Alors nous avions il y a quelque temps sous l'égide de la Société française d'hypertension, fait un document justement sur les médicaments qui entraînaient une hypertension artérielle. Donc ça rentre dans le champ de ce type de travail, les sympathomimétiques cachés ou non, les interactions médicamenteuses. Que vous utilisez un inducteur ou un inhibiteur enzymatique, ça peut entraîner une perte d'efficacité, au contraire un surdosage certains médicaments. Et puis ensuite, vous avez raison, on a des tableaux d'hypertension artérielle qu'on ne comprend pas et qui sont souvent liés à des consommations de produits, soit des éléments naturels, soit effectivement des médicaments, les anglo-saxons appellent ça les over-the-counter, les médicaments disponibles facilement, mais qui peuvent interférer avec le contrôle tensionnel. Et l'exemple des anti-inflammatoires est un très bon exemple. Olivier Variot, vous nous avez parlé aussi, peut-être pas dans l'hypertension, mais il y a le millepertuis, par exemple, en phytothérapie, qui peut donner des interactions, c'est ça? C'est un inducteur enzymatique? Oui. C'est ça, exactement. C'est un inducteur enzymatique. Et ça peut donc, du coup, comme vous l'avez dit, diminuer l'action l'action d'autres médicaments parce que le dégrader plus vite. Et dans ces bilans que l'on fait, on aborde aussi l'observance par plusieurs questions. Est-ce qu'il vous reste des médicaments? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être en rupture de médicaments? Est-ce que vous avez des médicaments en grande quantité chez vous? On aborde tout ça et de façon à essayer de cerner au maximum comment vit le patient avec son traitement. Alors, dernière question que je vais vous poser, pourtant c'est un sujet important, c'est l'éducation thérapeutique. Donc, le médecin fait de l'éducation thérapeutique sur l'hypertension artérielle à son cabinet. On sait tous que les médecins actuellement sont de moins en moins nombreux et qu'ils ont une pression invraisemblable avec des consultations qui ne sont pas forcément très très longues. Est-ce que les pharmaciens font de l'éducation thérapeutique sur l'hypertension artérielle? Est-ce que et dans quel cadre réglementaire est-ce que c'est coordonné? Est-ce que vous, par exemple, vous arrivez à coordonner cette éducation thérapeutique avec vos médecins généralistes correspondants ou vos cardiologues correspondants? Non, nous, ce que l'on fait, c'est quand on se rend compte qu'il y a un souci avec un patient, on va effectivement se mettre en rapport avec le médecin pour voir comment on va améliorer la prise en charge du patient. Mais l'éducation thérapeutique, on l'a fait parfois au comptoir. Autrement, quand on met en place une éducation thérapeutique dans le cadre d'une CPTS, par exemple, on va le faire pour tout un ensemble de patients. Ça ne va pas être forcément pour un patient lambda. On va faire une éducation sur plusieurs patients. Et on l'a rarement fait sur l'hypertension. Ça a plutôt été fait jusqu'à maintenant sur le diabète que sur l'hypertension. À tort, hein, réellement à tort. Mais autrement, là où on va se coordonner, c'est avec le médecin quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou un échappement thérapeutique, ou une non-observance, ou des effets secondaires trop importants qui font que le patient ne prend pas son traitement. Atul Pathak. Oui, moi je crois que il faut peut-être parler maintenant de parcours éducatif. C'est-à-dire que l'éducation thérapeutique ou le programme d'éducation thérapeutique, il doit s'organiser selon les temps de rencontre avec un diagnostic éducatif, avec des séquences individuelles, des séquences de groupe, hein, parce qu'elles ont beaucoup de valeur, les séquences de groupe. Quand vous associez des patients et que vous leur présentez quelque chose, ce temps d'échange, il est très important. Et puis des interventions comme ça au sein de ce parcours éducatif, du professionnel du médicament, de la diététicienne, du coach sportif, le recours à des psychologues parfois pour proposer des programmes de relaxation. Donc je crois que l'idée, c'est de décloisonner cette éducation thérapeutique et de l'intégrer dans un parcours qui correspond au parcours naturel du patient, où chacun va apporter sa brique éducative à l'édifice pour améliorer ce que les anglo-saxons appellent l'appropriation de la maladie, que le patient devienne acteur de sa maladie, ou ce qu'on appelle aussi le empowerment, donner le pouvoir, donner la force au patient pour qu'il s'occupe de sa maladie, qu'on ne soit plus dans ce rapport passif entre professionnels de santé avec une action monodirectionnelle vis-à-vis du patient, mais qu'on soit dans quelque chose de plus collaboratif autour d'une alliance efficace.
Eh bien, je crois qu'on arrive au terme de cette émission passionnante qu'on pourrait continuer parce que les sujets qui vous occupent tous les deux sont très nombreux. La tradition, c'est de vous demander donc une conclusion sur ce jeudi des professions de santé qui était consacré donc au dépistage et à la surveillance de l'hypertension artérielle. On commence avec vous, Pierre-Olivier Variot. C'est quoi votre message ? Alors, avant mon message, je voudrais vraiment remercier le professeur de tout ce qu'il a dit, parce que moi, j'ai appris énormément de choses, et je pense qu'il va falloir qu'on transmette vos messages déjà à nos confrères, parce que c'est important. Maintenant, si j'ai un message à donner, c'est l'hypertension, c'est quelque chose de trop sournois pour qu'on puisse passer à côté, et justement parce que c'est sournois, il faut tous qu'on mette la main à la poche, la main dans le système de la prévention pour que tous on prenne ce dépistage en main et c'est fondamental parce que c'est vraiment une maladie sournoise. Atul Pathak. Moi, je ne peux qu'aller dans le sens de ces propos. Le dépistage, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça le maître mot, puisqu'une fois que le malade est dépisté, il rentre dans le circuit de prise en charge. Alors, le challenge ne s'arrête pas là. Au-delà du dépistage, il y a bien sûr la surveillance et l'adaptation du traitement et le suivi du patient. Mais je crois que déjà, si à l'issue de nos actions, durant cette quinzaine particulière, on arrive à améliorer le dépistage de cette maladie, 1,2 milliard d'hypertendus dans le monde, c'est énorme. Autant s'occuper de ces patients qui sont à portée de main pour changer leur pronostic et leur apporter le plus grand des bénéfices. Eh bien, cette émission des Jeudis des professions de santé est terminée. Merci beaucoup à nos invités qui démontrent tous deux qu'il y a une volonté d'aller plus loin. Et donc, en général, on dit quand il y a une volonté, il y a également un chemin. Et donc, je vous souhaite de vous rencontrer bientôt pour développer de prochaines actions. Merci beaucoup. En attendant le prochain rendez-vous, je vous dis à très bientôt sur Fréquence Médicale.